Notre deuxième invité, Hugues Israël Bouen, chercheur indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Crispin. Avec vous, on aborde la question de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Comme vous le savez, les compatriotes sont tués depuis plusieurs années maintenant. On parle même de 25 ans passés. Aujourd'hui, nous sommes à presque 10 millions de morts. Au-delà de tous les efforts fournis, l'insécurité persiste. Sommes-nous peut-être déjà au bout du tunnel? C'est la grande question que nous nous posons ce matin. Et vous, comment vous faites l'analyse de ce qui se passe dans l'Est actuellement? Merci d'abord pour l'invitation, monsieur Crispin. Merci aussi également pour la question. En effet, je voudrais de prime abord commencer par faire une lecture diachronique de la situation de ce qui se passe à l'Est. Il faut savoir que lorsque les États puissants se sont réunis en conférence de Berlin, vers 1885, comme nous le savons tous, ils ont laissé, après avoir partagé l'Afrique, parce que vous savez que la conférence de Berlin, c'était bien entendu pour faire servir à cette fin, après avoir partagé l'Afrique, ils sont arrivés sur un espace qu'ils ont trouvé vaste. Cet espace qui était vaste, possédant pratiquement toute la richesse dont ils avaient besoin, parce qu'il faut savoir que nous sommes quasiment à l'époque florissante de la révolution industrielle, donc à cette époque-là. Alors, ils ont dit que le Congo étant vaste, on laisse ces champs, selon ces Occidentaux, ils disent que le Congo sera un espace de libre-échange. C'est-à-dire l'espace que nous Occidentaux, nous Occidentales, nous allons exploiter à bon escient pour nos fins. Donc, ils vont dire le Congo, Léopold et les autres, ils vont dire que le Congo sera la zone de libre-échange. Donc, ils l'ont tracé en fonction de ces minéraux. Ils ont tracé cela en fonction des minéraux et pour leurs propres intérêts. C'est de cette manière qu'ils ont réfléchi, ils ont pensé Congo pour servir à leur fin. Donc, vous allez même remarquer lorsque les explorateurs vont arriver, même Léopold dans son schéma pour la mise en place du Congo, vous allez voir qu'il a développé deux pôles stratégiques, il a développé les Katanga, il a ainsi développé les Bas-Congo pour évacuer, parce qu'il faut savoir que le Congo, on peut l'entrer par la mer ou par l'océan Atlantique. C'est comme ça qu'il a dit, bon tiens, on va mettre le chemin de fer pour arriver jusqu'au Bas-Congo pour évacuer les minéraux, ainsi que les Katanga pour l'exploiter comme ainsi de suite. Donc, déjà au départ, la pensée occidentale du Congo était un cadre par lequel eux, ils devaient tirer les dividendes nécessaires pour leur survie. Alors, partons de cette théorie-là. Donc, il faut toujours que cela revienne aux Congolais en esprit, parce que le combat dont nous faisons face aujourd'hui par rapport à ce qui se passe à l'Est, c'est ce qu'on appellerait un conflit de puissants qui, bien entendu, sont divisés entre deux camps. Il y a les blocs, on va appeler ça comme ça, des fondamentalistes qui pensent que le Congo leur revient de droit, et que, bien entendu, ils peuvent continuer. Malgré l'indépendance. Malgré l'indépendance. Ils peuvent continuer à exploiter les minéraux du Congo tels qu'ils le font. Vous allez remarquer d'ailleurs que parmi les courants de ces fondamentalistes, parce qu'ils disent que d'ailleurs même que le Congo, lorsqu'ils ont fait de répartition, il y a une partie du Congo qui ne revenait pas aux Congolais. Donc vous voyez, c'est pratiquement la partie Est dont il fait allusion. Et ils sont dans une logique révisionniste. Maintenant, là, quand ils parlent, ils disent qu'écoute, il faut à tout prix essayer de couper le Congo. Donc, entre autres, c'est ça les débats même de la balkanisation. Donc, et pour eux, le fait que le débat, c'est que maintenant nous réclamons nous sommes indépendants, le courant de Lumumba qui s'opposait, ainsi de suite, donc les impérialistes. Alors, ces courants-là pensent maintenant, là je parle des Occidentaux, dans les officines, ils réfléchissent qu'il faut émietter le Congo pour permettre à ce qu'ils continuent à poursuivre leur fin, leur lucre, qui est bien entendu la force de l'industrie. Parce que vous le savez très bien, lorsque nous parlons des matières stratégiques aujourd'hui dans le monde, dont le coltan, les tintales, les lithium, parce que vous savez bien que la voiture électrique tire son fondement, sa substance, si vous voulez, c'est au Congo. Donc là où se trouve plus la quantité de matières premières. Donc l'enjeu par rapport à la question de l'insécurité persistante à l'Est est très complexe. Donc il faut parler comme tel, donc vous allez vous rendre compte que par rapport à ces tableaux que je viens de vous tracer,
vous pouvez bien entendu comprendre. Alors, il faut comprendre aussi un autre volet de l'aspect de la question. Vous savez, quand nous sommes arrivés à l'indépendance, bien entendu, et les Lumumba qui étaient donc des nationalistes, après tout ça, les Lumumba et compagnie, ils seront déboutés par, nous le savons très bien, c'est par les Occidentaux. D'ailleurs, vous le savez, il y a un documentaire qui passait aussi chez vous, un monsieur qui dit, alors si Lumumba va revenir en vie, il aura une dent cassée. Donc vous voyez que c'est déjà un plan machiavélique qui a été tracé par ces individus-là, et qui d'ailleurs vont aller plus loin, ils vont réclamer la sécession, ils seront derrière Tshombe, et Tshombe va réclamer la sécession, que les Katanga se coupent du Congo, des choses comme ça. Alors, nous sommes au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque nous sommes au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, c'était le conflit entre l'Occident et l'URSS. Alors, ils ont cherché à travailler sur un nouveau paradigme. Les paradigmes sur lesquels ils ont travaillé, c'était la politique de l'endiguement de l'URSS. Comment empêcher à ce que l'URSS puisse s'étendre sur les autres contrées du monde, parce que les conflits étaient tels que nous le connaissons. Alors, à ce niveau-là, ils vont se mettre d'accord, Mobutu arrive au pouvoir, ils vont donner à Mobutu cette mission, de travailler afin que nous puissions contourner, en fait, maintenir l'Union soviétique. C'est comme ça qu'on parlait de la guerre froide. Alors, la sécurité à l'Est, je l'ai dit à un moment donné, le drame que nous connaissons, c'est là où je fais allusion à cela, c'est que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire des relations internationales du XXIe siècle. Je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire quoi? C'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Donc, lorsque le Blanc a signé la mission à Mobutu dans la guerre froide, parce que justement, il fallait émietter l'URSS pour qu'il ne s'étende pas, Mobutu a reçu la mission. Et il a bien joué son rôle. C'est la raison pour laquelle on dit que Mobutu a imposé le président au Tchad. Si vous voulez, les Kagame, les Museveni, je viendrai peut-être plus tard, ils ont grandi dans la frousse sous le leadership, sous l'hégémonie zaïroise de l'époque. Donc Mobutu, c'était lui, les patrons occidentaux de l'Afrique, précisément l'Afrique centrale. Alors c'était justement par rapport au paradigme de l'endiguement, ça c'est des relations internationales, de l'endiguement de l'URSS, donc de l'Union soviétique. Vous avez vu ce qui s'est passé, ainsi de suite. Alors lorsque nous sommes arrivés vers maintenant les années 99, donc on parle de 1989, lorsqu'il y a eu la chute de mur de Berlin. Donc c'est là où j'ai dit que le Congo n'est pas entré dans l'histoire des relations internationales du XXIe siècle. Lorsque nous sommes arrivés à la chute de mur de Berlin, c'est que le paradigme que l'Occident était en train d'utiliser pour contrer l'URSS a changé. Mais bizarrement, nous, on n'a pas évolué. Entre-temps, vous savez déjà qu'il y a eu coup d'État, il y a eu l'assassinat au Rwanda, il y a eu le renversement de pouvoir également en Ouganda. Donc, les enjeux ont complètement changé. Mais nous, à cette époque-là, les choses, et si vous voulez, l'intelligence stratégique n'y était pas. Alors, qu'est-ce qu'il était censé faire Mobutu pour s'adapter en ces moments-là? C'est parce que j'essayais de planter les décors pour comprendre que les enjeux ne dépendaient pas que de nous. Vous allez remarquer que c'est même pas Mobutu, c'est les Occidentaux. Ils sont venus vers lui vers les années 90. La conférence de Bâle, ils se sont dit, ben écoute, nous maintenant, ce n'est plus l'URSS. Parce que l'Allemagne maintenant, entre le nord et le sud, ça n'existe plus. Entre l'Est et l'Ouest, ça n'existe plus. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut développer une autre approche. Mais on veut bien continuer à travailler avec toi, on le fait comment? Parce qu'il y avait déjà des frustrations. Vous savez, quand on impose des présidents ainsi, par-ci, par-là, ne pensez pas que le peuple qui habite dans ce pays-là, ils seront contents avec vous. Donc c'est déjà, ça naissait déjà dans la tête de la nouvelle génération qui émergeait au Rwanda ou en Ouganda, un sentiment de révolte contre le Congo ou le Zaïre de l'époque, donc dont les Kagame et les autres étaient bien entendu les disciples. Donc déjà lorsqu'on arrive à cette époque-là, Mobutu, bien entendu, on lui suggère, il y a son ami François Mitterrand, vous vous souvenez bien, il va convoquer ce qu'on appelle la conférence de Bâle. La conférence de Bâle, c'était pour réfléchir sur la démocratisation de l'Afrique.
Il fallait démocratiser les pays africains parce que justement, les paradigmes ont changé. Entre autres, il y a une autre thèse qui est derrière, c'est la thèse du courant des blocs de Kadhafi et ainsi de suite qui commençait à menacer après la chute, après la crise du pétrole, après la crise du pétrole. Donc le paradigme qui était de la démocratie portait les projets politiques du monde futur que nous, on n'avait pas saisi parce que Mobutu, à cette époque, on le demande de démocratiser. On savait comment ça s'est déroulé. Et pendant les années 90, jusqu'à ce qu'il serait parti, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc 90, puis on a eu le génocide au Rwanda vers quelques années plus tard. Et puis on a eu la conférence nationale souveraine chez nous ici. Et tout ça, c'était des tractations. Mais déjà, pour les Occidentaux, c'était comment on doit se débarrasser de ces messieurs qui nous a servi pour une fin. Mais alors que nous avons changé des techniques. Alors, pour aller un peu plus loin, parce qu'on n'a pas assez de temps par rapport à ces choses, les paradigmes étant évolués, nous tombons sur une situation calamiteuse que nous regrettons et que nous ne souhaitons pas, parce qu'il faut le dire aussi clairement que le Congo fait face à un génocide. Les Congolais sont massacrés, sont tués, et le Rwanda, c'était une affaire de 800... Un génocide qui n'est pas reconnu jusqu'à aujourd'hui. Qui n'est pas reconnu, justement, par la... Plus de 10 millions de morts. Et c'est beaucoup. Et c'est vraiment beaucoup. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a réclamé, la Seconde Guerre mondiale, était la suite qu'on a demandé justement à Hitler, parce que justement, il y avait plus de 2 millions de morts seulement. Le Rwanda, c'est 800 000 morts. Mais le Congo, c'est plus de 10 millions de morts. Et la communauté internationale joue d'une hypocrisie incroyable pour ne pas reconnaître tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, déjà, à partir de ces moments-là, j'étais en train de dire, donc nous sommes arrivés à ce que les génocides au Rwanda, ainsi de suite. Et nous, on va ouvrir un couloir humanitaire, nous le savons tous dans l'histoire. Et les Rwandais vont arriver chez nous. C'est là où je parlais de la complexité de la question sécuritaire à l'Est. Ils vont entrer au Congo, mais vous le savez également... Et là, Mobutu n'avait pas compris. Et là, Mobutu, au nom de la compassion, au nom de l'humanisme, par rapport à la question qui se passait, Mobutu, bien entendu, il acceptera, en dépit de tout ce qui s'était passé, il y avait aussi une imposition. Et c'est de là que ça commençait un peu, parce qu'il faut dire aussi que déjà, les Kagame commençaient à travailler avec le frustré. Les gens qui combattaient le régime de Mobutu déjà, le Mosé Laurent Désiré Kabila, qu'on dit déjà qu'il était à Ewabora, des choses comme ça. Alors, lorsque on va voir l'apothéose de tout ce qui va se passer avec Kagame, lorsqu'on va arriver vers les années 97, les Congolais, les Aïrouats de l'époque en avaient marre du régime de Mobutu avec toute la pression qu'ils recevaient et ainsi de suite. Il fallait maintenant quoi? Il fallait libérer le pays parce que la conférence nationale a échoué. Nous savons comment les choses se sont déroulées. Et c'est là maintenant que l'un Congolais va faire recours, nous savons l'histoire, à Mouzé, pour aller, bien entendu, venir libérer le Congo. On l'a appelé même le libérateur, il est arrivé, et nous le savons. Maintenant qu'on y est déjà, tout ce que vous avez dit, c'est pas mal. C'est de l'histoire qu'il faut connaître pour bien aborder la question. Maintenant qu'on y est, les Rwandais sont venus chez nous à cause de notre hospitalité. Ils sont arrivés. Mouzé lui-même a fait recours au Rwanda pour chasser Mobutu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moyen de s'en sortir au-delà de cette complicité, la question? Parce que cette guerre dans l'Est, il faut le dire, ça persiste au-delà des efforts fournis. Dernièrement, Tshisekedi a dit jamais l'armée n'a reçu autant de moyens que maintenant. Et pourquoi ça continue? Lui-même s'interroge alors qu'il est président de la République. C'est la raison même pour laquelle j'ai parlé de la complexité. À l'époque, on parlait pour résoudre la crise de la sécurité à l'Est, on disait il faut partir du triptyque, donc de trois éléments. La diplomatie, la diplomatie, de la politique, ainsi que de la sécurité. Diplomatique, justement, le chef de l'État, c'est là où je salue son initiative, de pousser à ce que le Congo puisse intégrer la zone, l'économie, l'espace économique de l'Afrique de l'Est. Parce qu'à mon avis, nous parlons dans notre document sur la vision pour le Congo du futur, nous pensons qu'il faille à ces moments intégrer économiquement cette partie dans la région. Parce que les conflits étant militaires, étant économiques, étant politiques, il faille à tout prix trouver des solutions à la problématique qui s'impose. Alors le chef de l'État, il a compris que si nous partons seulement militairement, c'est vrai que moi également, j'en partage la vie sur laquelle
il faut dissuader le Rwanda parce que les États ne respectent que le rapport de force. Mais je pense aussi qu'il faut accélérer le processus d'intégration régionale dans la partie. Monsieur Crispin, vous serez d'accord avec moi que si aujourd'hui, nous mettons, vous savez que le grand du lot de ces conflits qui se passent à l'Est, c'est un souci des minéraux parce qu'on veut exploiter les minéraux. C'est-à-dire il y a une personne, donc le Rwanda qui joue le rôle de l'État tampon. Il est sous-traitant, voilà, sous-traitant, et justement, il joue le rôle des Occidentaux. Les Américains qui tweetent, qui se moquent même de nous, les justement. Français... voilà, on sent que les Rwandais est toujours utilisé comme sous-traitant. Justement. Au-delà de cette diplomatie que vous appréciez. Je suis justement en train de dire le fait que si on accélère la politique de la prospérité économique partagée dans la région, dans la région, la partie Est, c'est-à-dire, parce qu'il s'agit de minéraux, on met en place, je ne partage pas l'avis avec la raffinerie de l'or du Rwanda, c'était quand même déjà un bon début, même si je ne partage pas. On met en place une stratégie industrielle, une politique industrielle, une zone économique spéciale sur, bien entendu, l'exploitation de minerais dans la partie Est, qui fera en sorte qu'il y ait des débouchés, c'est là où je parle de l'intégration régionale, des débouchés des infrastructures qui quittera soit à partir de chez nous pour aller vers le Tanzanie, vers le Burundi, ainsi que l'Ouganda et le Rwanda. Ça va renforcer le flux des populations. Vous vous rendez compte que les rebelles qui attaquent, ils habitent dans le coin escarpé et de la partie est de notre territoire. Mais lorsqu'ils vont remarquer qu'il y a un métro, une autoroute, un train qui passe par là avec 100 Rwandais, avec 200 Ougandais, où il y a de grandes concentrations des activités économiques de la partie, ces Rwandais-là ne vont pas attaquer. Vous voyez. Donc, que ça, si je le comprends bien, pour résumer, pour ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, tant que ces richesses n'appartiennent qu'au Congo, on est loin de parler de la paix dans la région. Non, c'est pas ce que c'est pas. Bon, il faut les partager dans le cadre de cette zone économique. Il faut accélérer la coopération. Il faut accélérer la coopération et mettre en place des industries, des raffineries, des traitements de toutes ces minéraux, de toutes ces matières premières dans la partie Est, bien entendu. C'est comme ça que j'ai dit que j'ai salué l'initiative du chef de l'État parce qu'il y a eu un contrat qu'on a signé avec le Burundi, justement, qui va permettre à ce que l'on mette un chemin de fer qui se jettera jusqu'à la Tanzanie, même passant par la partie Est. Lorsque la population commencera à se rencontrer, à s'échanger, à se partager. Et à ces moments-là, je prétends, nous pouvons le voir clairement, que ça diminuerait la capacité de nuisance de ces pays-là qui nous exploitent justement illégalement. Parce qu'il faut dire aussi, l'exploitation minière que le Rwanda fait ne bénéficie pas aux autres pays. Ça peut encore peut-être prendre du temps. Maintenant, à l'immédiat, quelle est la solution pour calmer la situation sur terrain? Parce que vous savez que encore ce week-end, on a tué cette fois-là par les ADF. D'autres groupes armés ont tué. Il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce qu'il faudra faire en ces moments pour épargner les populations de toutes ces tueries à longueur de journée? Et c'est pourquoi on dit que la solution politique et militaire s'avère impérieuse. D'abord, politique, pourquoi? Parce que vous allez remarquer que la complexité de la question qui se passe à l'Est, c'est Sanchou qui le dit dans son ouvrage sur l'art de la guerre. Lorsque vous êtes infiltré par l'intérieur, c'est difficile de remporter une victoire. La problématique de l'insécurité est aussi entretenue par nous-mêmes, les Congolais. Il y a beaucoup parmi nous qui sont complices de ce qui se passe à l'Est. Et ils donnent les informations. Et des infiltrés qui sont parmi nous et des Congolais inconscients. Et c'est pourquoi nous disons que politiquement, c'est-à-dire il faut mettre en place un processus, un mécanisme d'échange entre communautés et de vérité, justement, pour permettre à ce que les Congolais se sentent justement soucieux, préoccupés à la muse, si pas au retour de la paix par rapport à la sécurité. Mais militaire, parce que Max Weber le dit, l'État, c'est lui qui exerce le monopole de la violence légitime. Mais je crois que par rapport à ce qui se passe aussi, l'État doit faire l'État congolais doit faire preuve d'une certaine détermination et manifester sa dissuasion. Mamadou Ndala nous a montré que, monsieur même le colonel Baouma, c'est possible d'aller jusqu'au Rwanda et de repousser l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. On l'a vu. Donc c'est possible aussi et que militairement, nous puissions
dissuader l'ennemi, donc les contrer jusqu'à son dernier retranchement. Et bien par ricochet, continuer, parce que moi je ne partage pas l'avis qu'il faille à tout prix continuer dans la voie de la violence. C'est vrai que la violence est une façon de se faire entendre lorsque les voies diplomatiques ont échoué, mais justement, entre-temps, continuer parce que le chef de l'État a eu un entretien avec Kagame via le président de l'Union africaine, Macky Sall. Donc, je crois que l'armée congolaise doit continuer sur la lancée jusqu'à repousser l'ennemi dans son dernier retranchement. Et à ces moments-là, je crois qu'on peut changer le fusil d'épaule dans la négociation. C'est votre dernier mot, Israël Hugues Bouen, hein, vous êtes analyste chercheur indépendant. Sur la question, l'insécurité dans l'Est, les bouts du tunnel, c'est peut-être pour très bientôt. Comme je le disais, les ténèbres ne vont jamais régner pour toujours. Merci d'avoir été sur Télé 50. Merci, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation et pour l'occasion. La suite, c'est avec Bob, dans quelques instants.